Allez, salsa, on avance là. Allez, hop. Allez. Connaissez-vous l'odeur d'un sol non labouré ? Le goût du pain issu d'une semence paysanne ? Savez-vous que le maraîchage bio-intensif peut produire à surface équivalente 5 fois plus qu'une exploitation conventionnelle ? Je suis Alice Roy et chaque mois, je vous emmène à la rencontre de ces agricultrices et agriculteurs qui repensent leurs pratiques pour remettre de la vie dans les sols et ouvrir la voie à une agriculture nourricière et régénératrice. Des reportages en immersion, partout en France, enrichis par le regard de chercheurs pour comprendre et penser une autre agriculture. Une autre agriculture. Un podcast Château Cheval Blanc. Bon, tisane, trouve-toi une place. Philippe, avance un peu. Avancez. Épisode 5, Transmission. Quand j'ai commencé à bosser autour des vaches, c'est devenu assez vite une passion, un besoin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout m'a plu. Avec Audrey Lopez et Lauriane Achard, éleveuses de vaches laitières en Bretagne. L'agriculture, elle fait rêver différemment pour des raisons multiples. Et François Purseigle, sociologue, spécialiste des mondes agricoles. Ces métiers de l'agriculture peuvent constituer finalement le cadre, l'expression d'une multitude d'ambitions entrepreneuriales. La ferme, transmise par Jean-Yves et sa femme à Lauriane et Audrey, est enveloppée de la brume matinale. Et c'est sous le regard de Jartagnan, le jar, mâle de loi, que les deux jeunes femmes s'affairent. En effet, c'est bientôt l'heure de la traite des vaches. Depuis 5 ans maintenant, ces deux jeunes femmes extravailleuses sociales mènent le troupeau d'une 40aine de vaches laitières et les 50 hectares de ferme de main de maître. Et là, on va où ? Et ben là, on va jusque là où elles ont dormi, tout au fond de la ferme. Donc là, on est sur le chemin des vaches. Donc il y a un chemin en béton, ce qui permet de pouvoir sortir les vaches à toutes les périodes de l'année, même quand c'est très humide comme en ce moment. On a au moins des accès en dur qu'on peut nettoyer et qui nous permettent d'accéder à toutes les parcelles. Donc on a le chemin des vaches qui dessert tous les paddocks où elles doivent aller pâturer. Le paddock, c'est quoi ? Les paddocks, c'est les parcelles, quoi. Avancez ! On passe devant les paddocks où donc il y a des vieux talus et des haies qui ont été réimplantées par nos cédants. Donc on a des haies un petit peu de tous les âges. Avec beaucoup d'arbres et beaucoup de tas de bois suite aux multiples tempêtes de l'année. Et on a des très vieux arbres. Là on va passer sous un vieux chêne magnifique qui est le gardien de Kervilly qui veille sur nous. Ouais, il y a beaucoup d'arbres sur la ferme. Moi, c'est ce que j'aime dans les paysages bocagers du centre-Bretagne, c'est que c'est très très boisé. Avec des très grands arbres, quoi. Et puis les vaches adorent ça. Les bovins sont des animaux de sous-bois à l'origine et se plaisent vraiment beaucoup dans les bois, les sous-bois, les sapinières, les bosquets. Donc tout le monde y trouve son intérêt. On voit dans l'exemple de la ferme de Pradelles-Mélène, finalement, ce changement de paradigme qui est à l'œuvre dans les mondes agricoles, qui sont des mondes aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts socialement, professionnellement, qui sont beaucoup plus perméables à un certain nombre de projets portés par de nouvelles générations qui ne se projettent pas toujours de la même manière dans les fermes. On voit que finalement la construction d'un projet d'installation, son édification passe par de nouveaux schémas de rapport au foncier, de rapport à la terre, de rapport au capital d'exploitation. Et concrètement, on n'a pas forcément envie d'être engoncé dans une exploitation dans laquelle on serait à la fois parents, chefs d'entreprise. On a envie d'y vivre la vie de couple qu'on a envie d'y vivre et qui n'est pas forcément une vie de couple, une vie familiale qui est noyée dans
dans une ambition qui serait celle uniquement de la ferme familiale, c'est-à-dire qu'on a envie quand même de distinguer ce qui relève de la vie privée, de la vie professionnelle. On a envie finalement de transformer ces schémas productifs. Moi, j'avais absolument jamais imaginé élever des vaches laitières. Vraiment jamais. Lauriane Achard. J'ai imaginé plein de choses, mais pas ça. Et puis, ça s'est posé un peu comme une évidence. À un moment, la rencontre, et puis le parcours, notre parcours, je voudrais pas faire autre chose aujourd'hui. Je voudrais vraiment pas faire autre chose. Je me rappelle du jour où je me suis projetée et où j'ai pris conscience que j'allais être responsable d'un troupeau. Ça fait un peu peur. Ça a été un peu genre waouh, quelle responsabilité. Responsable d'un troupeau et d'un système, être gardien de ça. Il y a eu un petit côté effrayant. Enfin, en tout cas, pas effrayant, mais impressionnant, vraiment impressionnant. Et le jour où... Je me souviens aussi du jour où j'étais au milieu du troupeau, dans l'environnement, et où je me suis dit, voilà, en fait, ça y est, c'est là, quoi. Et cette fierté, il y a eu vraiment une forme de fierté de réaliser ça. Donc, au départ, on était dans le social toutes les deux, donc loin des vaches. Audrey Lopez. Et donc Lauriane s'est engagée sur la création d'un commerce de proximité donc dans un bourg, donc le bourg de Pleurdut. Donc elle a monté sa petite épicerie, elle a tenu ça pendant 5 ans. Et moi de mon côté, je me suis retrouvée, donc en cherchant du boulot, je voulais bosser sur mon territoire, dans le coin. Je me suis retrouvée un petit peu par hasard à faire du contrôle laitier, donc la pesée du lait. Et donc je me suis retrouvée à faire ça, donc à passer d'une ferme à une autre tous les jours pendant 3 mois. Et avant ça, j'avais jamais mis les pieds dans une salle de traite, donc c'était la totale découverte. Et puis ça m'a vachement plu, quoi. Et j'avais un très bon contact avec les éleveurs, je posais plein de questions. Et puis les éleveurs m'ont vachement encouragée à me dire « Mais c'est des gens comme toi qu'il nous faut pour faire des remplacements, tout ça, si tu as envie d'apprendre, il y a la place. » Et donc, voilà, j'ai fait ces 3 mois-là, j'ai eu envie d'apprendre à traire, donc j'ai enchaîné avec un contrat saisonnier donc pour l'été. Où j'ai appris à traire, donc ça a confirmé mon envie de bosser dans ce domaine-là. Du coup, je me suis engagée sur une formation, un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Et donc, au cours de ma formation, j'avais des lieux de stage à chercher. Donc, j'ai cherché une ferme, et donc je suis tombée sur le contact de Jean-Yves et Elisabeth, qui sont assez proches de là où on habitait avant. Donc j'ai eu Jean-Yves. Il m'a dit t'es tout prêt, si t'es disponible cet après-midi, viens boire le café, comme ça ce sera plus facile. Donc je suis arrivée là vers 14h30 et je suis repartie à 21h. Et donc il m'a présenté tout le système, on a fait le tour de la ferme, on a vachement accroché, en fait, on a très très bien discuté. Et puis là, ça a été une vraie révélation. Le lieu moi, je le trouve tellement magnifique, on s'y sent tellement bien. Et je me souviens lui avoir dit je crois que c'est ça que je voudrais faire quand je serai grande. Lauriane savait qu'elle ne ferait pas l'épicerie pendant des années parce que physiquement, c'était compliqué. Donc du coup, on est venu voir Jean-Yves et Babette, puis on leur a posé la question clairement, quoi, leur dire vous en êtes où, comment ça se passe. Donc eux, ils nous ont dit pourquoi. On a dit je sais pas, faut voir, on pourrait être intéressé pour reprendre la ferme. Et puis c'est parti comme ça. Donc ça, c'était en juin 2017. Donc c'est qu'on a eu cette discussion avec eux. Et donc voilà, pour une installation en janvier 2020. Ils ont été hyper soutenants, hyper aidants. Enfin, tout ce qu'ils ont pu faire pour nous faciliter la vie, ils l'ont fait, quoi. Ça... Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Le monde agricole a évolué d'une certaine manière en 3 étapes depuis près d'un siècle. On est passé de la ferme familiale paysanne en autarcie qui était gérée par un père de famille qui était à la fois
paysan, mais aussi patriarche. Cette ferme familiale paysanne était une ferme dans laquelle on vivait à feu et à pot commun, c'est-à-dire tout le monde se retrouvait pour partager finalement les mêmes conditions de vie et de travail. Et ces fermes familiales paysannes définissaient ce qu'on appelle la collectivité locale paysanne. On est passé de cette ferme familiale paysanne à l'exploitation à 2 unités travail-homme. Ça a été le grand combat des jeunes agriculteurs formés à l'école de la jeunesse agricole chrétienne. À partir des années 40 et 50, un certain nombre de jeunes paysans ont souhaité s'extraire de cette ferme familiale paysanne qui était, il ne faut pas l'oublier, un lieu d'oppression aussi pour des femmes qui étaient assujetties voire même des enfants, à une condition difficile. Il s'agissait d'affirmer un modèle, celui de l'exploitation conjugale, de couple, le papa et la maman et le fiston qui animaient ces exploitations. Puis aujourd'hui, on est rentré dans une 3e phase. On est passé de la ferme familiale paysanne à l'exploitation à 2 unités travail-homme à une efflorescence finalement d'entreprises agricoles aux logiques, aux ambitions, aux stratégies variées. Aujourd'hui, une exploitation agricole en France, c'est tout à la fois une entreprise artisanale, parfois une entreprise patrimoniale, parfois même une entreprise industrielle. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, finalement, l'évolution qui caractérise les formes d'organisation de la production a débouché sur une grande diversité, un éclatement finalement des logiques à l'œuvre. Je m'appelle Jean-Yves Penn, j'étais agriculteur sur cette ferme-ci de 1988 jusqu'à 2019 et on a ici avec Elisabeth, mon épouse, monté un système herbagé avec des vélages groupés au printemps dans le but de libérer du temps par rapport à la vie privée et aussi de simplifier le travail et d'aller vers un système le plus écologique possible et puis qui préservait au mieux l'environnement et la biodiversité. Nous étions amis avec Audrey et Lauriane déjà depuis pas mal de temps et comment Audrey a eu l'occasion de venir faire des stages ici. Ça fait déjà longtemps qu'on avait sympathisé et Audrey a été la première personne qui a clairement formulé le souhait de reprendre notre exploitation. Et comment on décide un jour de transmettre sa ferme ? Pour nous, ça a été très simple, c'était dès le départ. Dès 1988, je savais que, n'étant pas éternel, forcément, la ferme serait à transmettre. Donc déjà, tout ce qu'on a fait sur cette ferme-ci, elle a été faite pas forcément dans cet objectif-là, mais avec cette arrière-pensée. C'est-à-dire qu'on a toujours fait les choses pour que notre vie à cet endroit soit la plus agréable possible et la plus intéressante, autant financièrement que professionnellement et socialement d'ailleurs, le plus optimisé possible. Et tous nos investissements ont été faits dans l'idée où il fallait que ce soit un investissement sur le terme le plus court possible, de façon à ne pas être en fin de carrière avec des investissements encore à rembourser et des emprunts financiers sur le dos. Donc en fait une transmission, ça se prépare dès le départ, déjà en se mettant dans la tête qu'on va laisser un outil qui sera le plus faible possible en capital à reprendre, de façon à ne pas pénaliser ceux qui vont reprendre, et pour nous, pas handicapant avec une lourdeur administrative liée à ce montant de capital. Il faut voir ça sous plein d'angles. Il y a le premier aspect qui est l'aspect juste matériel. Donc c'est trouver d'abord des repreneurs. Ça c'est l'aspect déjà le plus difficile pour la plupart des agriculteurs. Une fois que les repreneurs sont déclarés et puis bien volontaires, en fait on passe par une démarche qui est très administrative. C'est-à-dire, il faut commencer par vérifier que nos droits à la retraite ou à la cessation d'activité correspondent à une reprise potentielle, etc. Ensuite, il faut faire des évaluations. Donc là, on est passant la partie qui sera beaucoup plus comptable et fiscale, souvent aussi. Donc il faut évaluer chaque élément de l'exploitation, le cheptel, le matériel, les stocks, l'état des terrains, l'état de la maison, des bâtiments, etc. et trouver un tarif négocié entre le repreneur et le cédant. Et une fois que tout ça est fait, en fait, il reste surtout auprès des repreneurs toute la démarche administrative pour pouvoir s'installer. Mais là, ça c'est l'affaire du repreneur.
Et aujourd'hui, quels sont les profils des personnes qui se lancent dans le monde agricole ? Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il n'y a plus de profil de jeunes installés ou de moins jeunes. Aujourd'hui, l'agriculture est pensée comme parfois un projet patrimonial. On s'installe parce qu'on a envie de reproduire un schéma familial, de préserver un patrimoine. D'autres souhaitent s'installer pour créer finalement des entreprises aux dimensions plus artisanales et commerciales qu'agricoles au sens strict. D'autres ont envie d'entrer dans les métiers de l'agriculture pour s'insérer dans des entreprises aux logiques parfois plus industrielles. Donc l'agriculture, elle fait rêver différemment pour des raisons multiples. Ces métiers de l'agriculture et ces entreprises qu'on appelle aujourd'hui communément les exploitations agricoles peuvent constituer finalement le cadre, l'expression d'une multitude d'ambitions entrepreneuriales où les statuts et la diversité des statuts se mêlent à une diversité aussi des fonctions et des métiers. On décide de rentrer parfois par la case du salariat pour devenir ensuite chef d'exploitation, mais parfois un chef d'exploitation a envie de redevenir salarié de cette même exploitation. Bref, les schémas d'insertion dans ces métiers sont beaucoup plus sinueux qu'hier. Pendant que Lauriane prend soin des veaux dans le champ près de la salle de traite, Audrey démarre la trieuse pour traire la 40aine de vaches laitières. Quand celles-ci auront fini, je vais pouvoir brancher celles qui sont sur le quai d'en face. Et là, j'attends. J'attends un peu. C'est quoi comme race ? Ça, c'est une croisée Holstein, du coup. La Frison et Montbéliard dedans aussi. Mais elle est vraiment typée Holstein. Voilà, donc là, tu vois, j'ai les premières qui commencent à finir, donc je vais préparer les autres en face. Quand j'ai commencé à bosser autour des vaches, c'est devenu assez vite une passion, un besoin. Donc je travaillais, je ne veux pas dire 7 sur 7 parce que j'étais quand même salariée, mais c'était quasiment ça. Autour des vaches ? Autour des vaches, ouais, à la traite. J'avais envie que de ça, d'être en salle de traite et d'être avec les vaches. Donc. Et vous avez grandi au milieu des vaches ? Pas du tout. Pardon. Moi, j'ai grandi en région parisienne, dans une bonne cité HLM, dans le 94. Donc c'était pas du tout mon environnement. D'ailleurs, j'avais peur des vaches avant, donc tant que je connaissais pas. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans une salle de traite, et là, ça a été... je sais pas ce qui s'est passé, mais tout m'a plu. Et donc depuis, plutôt que de traîner dans les cités, je traîne dans les salles de traite. Combien ça coûte de s'installer comme vous l'avez fait ? Donc là, aujourd'hui, vous êtes locataire de la maison et de la ferme et des terres. Donc si on avait dû tout racheter, au moment où on s'installait, on approchait les 700 000 euros. Alors ici, en fait, c'est les bâtis, quoi. C'est les bâtiments, maisons d'habitation, le gîte, qui plombent, c'est la moitié du coût, quoi, en fait. Les terres agricoles, ça coûte cher, de toute façon, ça c'est pareil. Et puis après, par contre, nous, on s'est installé, donc je crois qu'on a emprunté 120 000 euros. C'est pas, je crois, je suis sûre même. On s'est installé pour 120 000 euros. On a racheté le cheptel, donc il y avait on va dire 45 têtes à peu près. On a racheté le stock, parce qu'on est arrivé en hiver, du coup il y avait un stock de foin, etc. à racheter. Et du matériel, un petit peu de matériel, quoi. Donc en gros, il y avait 40 000, quoi. Et donc nous, pour 40 000 euros, on a racheté 3 tracteurs, une salle de traite, des gyrobroyeurs, faneuses, faucheuses, endeineuses. Pour beaucoup, c'est même pas le prix d'un seul tracteur, 40 000 euros. Donc du coup, c'est ça, on a prévu de le financer sur 5 ans. Donc de manière à ce qu'une fois qu'on ait fini de rembourser ça, la capacité d'emprunt qu'on va récupérer, on peut l'investir dans les murs, puisque l'idée c'est quand même qu'on rachète les murs. Parce que pour les propriétaires, c'est pas très confortable quand même pour les cédants, quoi, de rester propriétaire des murs, c'est encore beaucoup de responsabilités, c'est un peu comme un fil à la patte, quoi.
La plupart du temps, les reprises de ferme, c'est du rachat, quoi. Bon, pas forcément la totalité des terres, parce que les terres ne dévaluent pas, donc c'est pas gênant pour les propriétaires de rester propriétaires. Mais sur des bâtiments, c'est assez rare quand même de trouver des fermes à reprendre avec des locations sur les bâtiments. Dans le cas de la ferme de Pradelles-Mélène en Bretagne, c'est un couple de jeunes femmes qui ont la quarantaine, qui ne sont pas issues du monde agricole, qui reprennent une ferme en location. Est-ce que ce modèle de transmission est un modèle courant en France ? L'accès aux fermes françaises, au moment de l'installation, prend des formes variées. On a des jeunes et moins jeunes qui décident de racheter des exploitations et de s'y installer. D'autres décident finalement de louer parce que ça leur convient davantage. D'autres ont envie finalement d'entrer dans ces métiers de l'agriculture par la voie du salariat. Il ne faut pas aussi l'oublier. Donc on a différents rapports à l'exercice du métier qui voit le jour aujourd'hui en agriculture, de nouveaux rapports dans la détention du capital. La détention du capital foncier ou la détention du capital d'exploitation n'est pas une fin en soi pour une nouvelle génération qui a connu le monde du salariat et qui se pense dans la mobilité. On a toujours tendance à considérer que finalement, et c'est peut-être ça aussi le problème de l'agriculture française et le problème du renouvellement des générations, c'est que l'insertion dans les métiers est souvent pensée uniquement à l'aune de l'installation. Et qui dit installation dit finalement arriver dans un métier pour y rester ad vitam aeternam. Bon. Ce mot même d'installation est un problème en soi. Et on le voit bien dans tous les métiers où on parle d'installation, des questions se posent autour du renouvellement des générations. Parce qu'on a de nouvelles générations qui ne se pensent pas comme installé à vie dans une profession. Accéder à une profession aujourd'hui, c'est pouvoir aussi en sortir. Ou du moins, on y accède d'autant plus facilement qu'on ne se pense pas forcément prisonnier de cette même profession. Donc, il faut absolument que la profession agricole donne l'image d'un secteur dans lequel le droit à l'essai est possible, le droit à l'erreur est possible. Le droit à ne pas être propriétaire est possible. Le droit à exercer finalement l'activité agricole selon des schémas familiaux plus complexes, plus divers, est à l'œuvre. Ça me paraît être important de souligner finalement que, et si l'agriculture va attirer, c'est un secteur dans lequel l'expression des ambitions professionnelles, entrepreneuriales et familiales est possible. Et une expression de plus en plus diverse et inclusive. Le lait, à qui vous le vendez ? Donc nous, on vend notre lait en circuit long, c'est-à-dire qu'on a le camion laitier qui passe tous les 2 jours vider le tank à lait. Audrey Lopez. Donc le tank, c'est une grosse citerne dans laquelle on stocke le lait de la traite. Nos cédants étaient déjà avec Lactalis depuis toujours, je crois. Ils n'ont jamais changé de laiterie. Donc nous, on a repris le contrat des cédants. Donc il y a un avenant qui a été fait et puis on a continué comme ça. On aurait pu changer de laiterie. La question s'est posée à un moment, puisque moi j'avais dit je ne veux pas travailler avec Lactalis. Et puis bon, en fait, il y avait différentes contraintes à ce moment-là. On était déjà en pleine crise du lait. La crise du lait bio est arrivée en 2020, donc l'année de notre installation. Et mine de rien, Lactalis restait, en tout cas pour le lait bio, faisait partie des laiteries qui payaient le mieux, qui rémunéraient le mieux les producteurs. Et l'alternative à Lactalis aurait été d'aller chez Biolait, donc il y a une coopérative et qui du coup ne collecte que du lait bio, mais qui n'a pas d'atelier de transformation. Donc en fait, il se pose comme un intermédiaire. Il collecte du lait bio chez les éleveurs, qu'ils revendent ensuite à des transformateurs. Et du coup, au niveau des prix, ils ont forcément subi nettement plus de pression au travers de la crise du lait que un gros industriel comme Lactalis qui a ses propres unités de production et qui peut répartir ses coûts en fait différemment, quoi. Combien vous le vendez ? Alors en fait, ça dépend des mois. Tous les mois, le prix du lait évolue. Et donc il y a une saisonnalité qui est assez forte. C'est-à-dire que là, on est au mois d'avril. C'est là, avril, mai, juin, c'est là qu'on va produire le plus de lait, nous. Et c'est là que les prix sont les plus bas.
parce que tout le monde est dans notre cas sur le secteur. Globalement, c'est au printemps qu'il y a le plus d'herbes. Et donc là, je crois, là, ce mois-ci, là, le prix du lait, donc c'est à 45 centimes du litre. C'est pas vous qui le fixez? Non, c'est pas nous qui fixons. Non, d'ailleurs, on reçoit une feuille de paye tous les mois. Donc on n'a jamais, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. On prend ce qu'on nous donne, entre autres. Et donc en fait, au niveau du fonctionnement, il y a un prix de base, donc qui est défini par la laiterie, pour des critères de qualité qui sont figés. Il y a un prix de base pour tel critère. Et donc ensuite, si on a une qualité meilleure que le critère de base, on a des bonus, donc on est mieux payé. Et si on a une qualité qui est moindre, on a des pénalités, donc on est moins bien payé. Donc nous, je crois qu'on a un prix moyen, sur l'année 2023, là, on avait un prix moyen à 530 € pour 1000 litres, donc 53 centimes du litre à peu près, quoi. Voilà. Mais je veux dire, là, on va finir de rembourser nos emprunts. Donc déjà, ça va soulager. Donc on va récupérer de la capacité d'emprunt ou bien du revenu en fonction de nos envies, si on souhaite partir sur de nouveaux investissements ou le rachat des murs, ou bien rester comme ça et puis juste économiser ou autre. Et puis en fait, en fin de carrière, comme tous les éleveurs, en fin de carrière, si on repart pas sur des plans de financement qui n'en finissent pas, oui, on gagne mieux notre vie parce qu'on a moins de charges. Et puis ce qui est plus difficile à gérer là sur ces années-là sur nos systèmes, c'est l'augmentation des coûts de production en fait, l'augmentation du coût de l'électricité, l'augmentation du coût de tous les produits, de tous les consommables dont on va avoir besoin pour produire du lait, parce que le prix du lait n'augmente pas, il n'augmente jamais, ça fait 40 ans que ça n'augmente pas. Et alors que tous les autres coûts augmentent, quoi. Donc voilà. Mais nous, la stratégie ici, c'est de produire du lait en dépensant le moins d'argent possible en fait. Le futur de l'agriculture, je le vois dans une diversité de projets qui vont s'exprimer. Je pense que face aux défis à la fois internes, renouvellement des générations, des actifs, face aux défis externes, aléas climatiques, aléas économiques, les fermes françaises vont devoir réorienter leurs objectifs. Et pour réorienter ces objectifs, il va falloir mettre en place de nouvelles stratégies. Il va falloir réallouer, et on le voit à travers votre exemple, les facteurs de production. On n'aura pas accès aux facteurs de production, on ne mobilisera pas les facteurs de production, c'est-à-dire le capital d'exploitation, le capital foncier, de la même manière qu'hier. Il va falloir peut-être aussi imaginer une multispécialisation des exploitations. On le voit bien. Celles aujourd'hui qui résistent sont celles qui ont la capacité de construire des alliances, de faire association, de déléguer parfois aussi une partie du travail, parce qu'on ne peut pas tout faire aussi sur une exploitation, ou qui ont la capacité d'embaucher, si tant est qu'on trouve de la main-d'œuvre à l'échelle des territoires. L'association, la délégation, l'intégration de salariés constituent des stratégies qui doivent être finalement mobilisées pour permettre la pérennisation de certaines exploitations. Et pour qu'il y ait de l'avenir derrière ce secteur, porté par ce secteur, et il y en a, parce qu'il est porteur de sens, il faut aussi une montée en compétences. Être agriculteur demain, ce sera être compétent dans de nouvelles formes d'organisation du travail, de la production. Ça voudra dire être en capacité de prendre en charge le salariat, l'externalisation du travail, manager différemment aussi des équipes qui ne seront pas constituées uniquement de collatéraux familiaux. Il y a tout un enjeu à mieux comprendre aussi la complexité des formes juridiques que prendra aussi ces exploitations de demain. Alors ce que je peux encore rajouter à toute la liste que j'ai faite tout à l'heure, c'est tout l'aspect émotionnel lié à une exploitation agricole. Donc il faut bien se mettre dans la tête qu'un paysan, quand il a une exploitation agricole, eh bien il y met en général presque toute sa vie, toute son énergie, toutes ses finances. Et donc, derrière une exploitation agricole, il y a aussi toute une histoire. Par exemple, tout ce qu'on peut voir autour d'ici, moi, je peux mettre toutes mes actions autour de ça, quoi. Je vois ces murs, les bâtiments qui ont été refaits, ce préau, etc. Je peux mettre des dates et puis des quantités de travail en face de ça. Et puis donc, il faut être capable de faire le deuil de tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez difficile. Donc, on le fait d'une façon
façon très progressive pendant toute cette période de pré-installation pour les repreneurs. Et donc ça, nous, on s'est quand même bien préparé à ça. Mais il y a encore l'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est réellement parti de là, en fait, on se rend compte que le deuil, il n'est jamais totalement fait. Et puis malgré tout, on a toujours un peu notre tête qui reste ici. Et puis faut petit à petit accepter de ne plus être là, de ne plus avoir quoi que ce soit à dire par rapport à ici. Et puis être capable, quand on revient, comme c'est mon cas aujourd'hui, de regarder les choses en me disant, voilà, oui, mais ça c'est plus chez moi, c'est chez Cézanne. Et puis c'est normal que tout ne soit pas fait comme je le faisais avant et que chacun y apporte sa touche, comme moi-même d'ailleurs, j'ai apporté ma touche en venant ici. On a très souvent et à de nombreuses reprises fait appel à Jean-Yves et Elisabeth pour des coups de main ou des questions, tout ça. Enfin, moi, j'hésite pas à appeler Jean-Yves s'il y a une hésitation, un doute, une question, quelque chose qui m'échappe. Et de nombreuses fois, Jean-Yves s'est déplacé même pour venir nous aider sans hésitation, quoi, hein, même sur le pouce, genre on a besoin de toi dans une demi-heure, ok, j'arrive. Donc non, ça c'est pour nous, ça n'a pas de prix, quoi, de savoir qu'on peut compter sur ses conseils et son expertise toujours aujourd'hui. Oui, ça nous rend plus fortes, c'est sûr. 5 ans après leur installation dans la ferme, Audrey Lopez et Lauriane Achard n'en ont aucun doute. Elles ont bien fait le bon choix. Le système mis en place leur permet d'avoir du temps, mais aussi de produire un lait de qualité. Leur objectif est de racheter la ferme et les terres de Jean-Yves et de sa femme pour continuer à travailler comme elles le font. Une autre agriculture, un podcast Château Cheval Blanc. Écriture et tournage, Alice Roy. Réalisation et mixage, Loïc Frapsos. Musique originale, Samuel Hirsch. Direction artistique, Camille Juzo. Direction de production, Chloé Tavissian. Le mois prochain, nous irons en Normandie, à la ferme des Ruffaux. À la rencontre d'Édouard Stalin, agriculteur et agroforestier. C'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de s'adapter à la nature. Et d'Emmanuel Torquebio, chercheur retraité du CIRAD en agroforesterie et auteur du livre « Le livre de l'agroforesterie, comment les arbres peuvent sauver l'agriculture » aux éditions Actes Sud. Pour parler du retour de l'arbre paysan. L'agroforesterie, c'est une espèce d'agriculture du mélange. En gros, si on met des arbres, toutes sortes d'arbres, mélangés avec l'agriculture ou l'élevage dans des champs ou autour des champs, eh bien c'est de l'agroforesterie.